Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapodes, salut Jérémy. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la phytoépuration et du lagunage. Mais avant ça, peux-tu nous parler de ton projet Eau de Vie, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Donc, Eau de Vie, en fait, est né il y a 17 ans. Alors, mon passé, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le traitement de l'eau parce que je bossais, en fait, à l'époque dans tout ce qui était aquariophilie. Donc, dans une ferme aquacole, on faisait de la reproduction de poissons d'aquarium. Et donc, voilà, fort de l'expérience de traitement de l'eau, au bout d'un moment, j'en ai eu assez de ce milieu de l'aquariophilie, ça devenait plus trop cohérent pour moi. Et j'entendais parler de plus en plus de phytoépuration pour le traitement des eaux usées domestiques, donc les maisons, quoi. Voilà, et donc j'ai eu envie de mettre à profit mon expérience dans le traitement de l'eau dans ce domaine-là. Et voilà, donc je me suis d'abord présenté comme entrepreneur en construction. Donc il existe 2 auteurs de projets en phytoépuration en Wallonie, et je me suis présenté à eux comme entrepreneur construction, quoi, donc construire les stations d'épuration. D'ailleurs, ici, on est sur un site où c'est un de mes premiers chantiers. Et donc là, on a une station qui a 17 ans. Elle est en phase de restauration. On doit cet hiver, cet automne, on doit faucher, la restaurer complètement. Alors, comment ça se présente? C'est un bassin qui fait 12 mètres de long et 2,50 mètres de large. Et donc, l'idée, c'est très, très simple. On remplit le bassin de gravier, donc qui va servir de support bactérien. La phytoépuration, en fait, c'est un cocktail de 3 choses, hein, des plantes, un substrat, donc le fameux support bactérien, et des bactéries. Voilà, donc on remplit le bassin qui est fabriqué en bloc de béton sur une dalle de béton, donc ça c'est assez lourd quand même. Et puis on met une membrane d'étanchéité en EPDM avec un feutre de protection au préalable. Et alors, on remplit tout ça de gravier et alors on met les plantes dans les graviers. Donc, c'est très simple. Et puis, on fait circuler l'eau à travers tout ce cocktail. Et en amont de ça, on a un pré-traitement avec une fosse de décantation. Donc, c'est comme une fosse septique, sauf qu'on met toutes les eaux usées. Alors, il faut savoir que dans une maison, on produit 2 types d'eau usées. Donc, les eaux grises qui sont issues du lavage corporel, douche, cuisine, lessive. Et alors, les eaux noires qui sont issues des toilettes à chasse d'eau. Donc, ce sont des systèmes qui sont prévus pour traiter eau grise et eau noire. Voilà. Et on voit aussi que la phytoépuration, donc le lagunage, s'intègre parfaitement aussi dans le paysage, sur le terrain. Et niveau entretien, comment ça se passe? C'est hyper simple, hein. Moi, je dis toujours que c'est un peu le tout-terrain de l'assainissement. Donc, ça fonctionne par gravité, dans ce cas-ci, en tout cas, hein, puisqu'on libère de l'eau dans la maison. Ça passe donc dans le pré-traitement, ce qui doit être décanté, et sort du pré-traitement des eaux claires, mais non épurées, et qui arrive alors ici dans le bassin. Le seul entretien, c'est un fauchage annuel, hein, donc mois de novembre à peu près, on fauche les plantes. Alors ici, on voit que les plantes à l'origine ont un peu souffert. Elles ont été envahies, donc comme tu disais, ça s'intègre très bien dans le milieu naturel, mais le milieu naturel s'intègre très bien aussi dans le bassin. Donc là, on a beaucoup de liserons et d'orties qui vont aussi stimuler ce qu'on appelle la rhizosphère, donc ce fameux cocktail racines de plantes et bactéries. Donc les orties ont aussi leur fonction, simplement elles sont un peu envahissantes, elles n'ont pas le même système racinaire que les phragmites, parce qu'à l'origine ce sont des phragmites, donc les fameux roseaux qu'on retrouve un peu partout. C'est une plante tout à fait endémique, qu'on retrouve vraiment dans beaucoup d'endroits. Et c'est un peu comme le bambou, hein, donc c'est une tige creuse. Ce qui nous intéresse, c'est son système racinaire, c'est un rhizome traçant. Et donc, on a une homogénéité dans le développement racinaire avec le substrat qui fait que l'eau passe vraiment de manière uniforme dans le substrat. Et donc, pour l'entretien, ouais, hyper simple. On fauche, on se débarrasse de ce qui est fauché, on en fait du paillage, du compostage, un peu ce qu'on veut. Et donc, c'est à peu près le seul entretien. Et puis, un contrôle visuel du bon écoulement, quoi. Donc, voir que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bouchon. Mais voilà, c'est quelque chose de très simple, mais du coup, très, très efficace aussi. Et du coup, on parlait aussi, donc, suivant le nombre d'habitants dans la maison, est-ce que la phytoépuration, le lagunage, du coup, va être différent? Ouais. Ça se calcule aussi à ce niveau-là. Ouais. On parle en termes d'équivalent habitant. Donc, un équivalent habitant, c'est une personne qui vit résidence temps plein dans sa maison principale. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est vissé à sa maison toute la journée, il a le droit de sortir. Mais grosso modo, il a les habitudes qui sont liées à une vie permanente, c'est-à-dire la lessive, la cuisine, les douches et toutes ces choses-là, recevoir des amis, de la famille. Un équivalent habitant, alors on a un tableau de conversion, par exemple une salle de fête, un fêtard, c'est un 30e d'équivalent habitant.
Parce que le gars, il vient pas faire la fête avec sa lessive. Il va juste utiliser un petit peu les toilettes et peut-être un peu d'eau pour rincer les verres liés à sa consommation. Un ouvrier dans un atelier vaut pour un tiers d'équivalent habitant, un employé vaut pour un quart d'équivalent habitant, un écolier dans une école avec cuisine, c'est un quart d'équivalent habitant. Enfin voilà, on a tout un tableau de conversion de cet ordre-là. Et donc oui, on va calculer en fonction du nombre de personnes qui vivent dans la maison. Et donc je fais un ratio général entre le nombre de personnes, donc entre la réalité et le potentiel qu'offre le bâtiment. Et il y a un dernier paramètre qui est quand même non négligeable, qui est le type de toilette. Donc à savoir qu'aujourd'hui, c'est plus les savons qui polluent autant qu'à l'époque. Donc dans les années 90, on a un problème avec les poudres à lessiver qui étaient hyper phosphatées. Donc on avait beaucoup de phosphate qui arrivait en milieu aquatique. Donc ça contribuait à un phénomène d'eutrophisation, donc d'étouffement. Plus l'azote aussi qu'on retrouve dans nos urines. Tout ça, c'est assez polluant. Mais les savons aujourd'hui sont tous biodégradables. C'est pas pour ça qu'ils sont bio, ils sont biodégradables. Donc les eaux grises sont beaucoup moins impactantes que les eaux noires qui sont issues des toilettes. Donc quand on enlève les eaux noires d'une maison, on peut réduire la taille du lagunage d'une manière assez importante. Donc on est à 5 mètres carrés de surface de lagunage comme ici quand on a des toilettes à chasse d'eau, et on peut descendre jusqu'à 1 mètre carré et demi, enfin 2 mètres carrés à 1 mètre carré et demi pour traiter les eaux grises. Donc on voit que à peu près je dirais les 3/4 de la surface d'un lagunage servent en fait pour traiter entre les 2 tiers et les 3/4 de la surface d'un lagunage. Toutes eaux servent en fait à traiter les eaux de toilettes. Donc c'est là qu'on se rend compte que les toilettes sont hyper impactantes. Donc des gens équipés de toilettes sèches peuvent se permettre de mettre un lagunage beaucoup plus petit. D'un point de vue administratif et législatif, quelles sont les démarches à mettre en place pour pouvoir installer un lagunage? Ok, donc à savoir que la phytoépuration, ça concerne principalement la Wallonie. Sur Bruxelles, on a un réseau d'assainissement collectif qui est assez conséquent et avec des stations d'épuration assez conséquentes aussi. On a Bruxelles-Nord, qui est une des plus grosses stations européennes d'ailleurs. La Flandre, le territoire est beaucoup plus petit, c'est assez plat et donc c'est assez facile d'organiser un réseau d'égouttage. Donc il y a très peu de gens qui se trouvent en zone d'assainissement autonome. Donc c'est là en fait que qu'on intervient. Donc on a 2 zones, hein, l'assainissement collectif, les égouts, avec les stations collectives, et puis l'assainissement autonome. Et là en fait ça concerne donc comme je disais la Wallonie. Là on a une topographie qui est tout à fait différente. Donc un réseau collectif c'est pas évident. Et on a pas mal de petits hameaux avec des maisons qui sont regroupées, 3-4 maisons. Donc le collectif ne va pas financer évidemment un réseau d'égouts pour aller chercher les eaux usées de 3-4 maisons qui sont perdues au fin fond de Oufalise. Donc il y a en Wallonie encore 180 000 habitations existantes qui ne sont pas raccordables au réseau collectif, sans compter toutes les nouvelles parcelles constructibles, quoi, hein, donc qui se trouvent aussi en zone d'assainissement autonome. Et c'est là que nous on intervient avec nos solutions de stations autonomes. Alors là, il y a une obligation. Alors, il y a un truc assez marrant encore en Wallonie, c'est qu'il y a une obligation qui court depuis la fin des années 90, mais ça reste une démarche volontaire. Donc on est obligé si on veut bien. Alors ça, c'est évidemment pour laisser le temps aux gens de pouvoir installer leur système, parce que ça a un certain coût quand même, hein. Ça va tourner entre 5 et 10 000 euros, parfois un petit peu plus, ça dépend de la situation. Donc on laisse le temps quand même aux gens de pouvoir financer leur station d'épuration. Les seuls qui sont vraiment obligés, c'est les nouvelles parcelles où on a une construction neuve. Donc voilà, il y a toutes des démarches administratives à faire, différentes déclarations à introduire à la commune ou alors à travers un permis de construire. Donc là, on parle surtout de phytoépuration pour les gens qui ont accès à un jardin et pour pouvoir l'installer facilement. Ouais. Mais en ville, comment ça se passe? Alors clairement, c'est une famille de systèmes qu'on appelle, ils font partie d'une famille qu'on appelle extensive. Donc c'est extensif, ça, le mot le dit bien, ça prend de la place. Donc c'est vrai qu'il faut, en général, pour 5 personnes, c'est 25 mètres carrés au sol, en prise au sol pour un système toutes eaux, hein, donc qui prend en charge les eaux des toilettes. Donc oui, c'est pas accessible, il faut de la surface, mais comme je le disais tout à l'heure, les zones d'assainissement autonome sont en milieu rural, et donc en général les gens ont un grand jardin. C'est rare qu'on ait un problème de place. Après il y a le milieu urbain. Alors, au milieu urbain, de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, on a un réseau d'égouts collectifs, donc ça reste vraiment anecdotique.
C'est des gens qui sont coincés, ils n'ont pas accès aux égouts, il n'y a pas de servitude de passage. Donc voilà, là il y a des dérogations qui existent et il faut évidemment qu'il y ait de la surface. Donc mais c'est très rare, franchement, on a très peu ce genre de cas. Ce qui commence à arriver de plus en plus, et ça on le fait en milieu urbain ou périurbain, c'est l'approche de la consommation de l'eau. Les gens ont évidemment l'eau de ville qui arrive à la maison pour la consommation et la potabilisation. Pas mal se débrouillent avec de l'eau de pluie pour les toilettes et la lessive et l'utilisation extérieure, donc l'arrosage au potager quand il y en a un, nettoyage de la cour, nettoyage de la voiture, ces choses-là. Mais le problème avec l'eau de pluie, c'est qu'on a une réserve et puis s'il fait sec, hop, on épuise sa réserve et au plus il fait sec, au plus on arrose les plantes, on rentre dans un cercle vicieux et puis on attend qu'il pleuve. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir traiter une partie des eaux usées, les eaux grises, qui sont en fait très faciles à épurer, donc les eaux issues de lavage. Donc on met des mini-stations, parce qu'on peut diminuer la taille du coup du lagunage. Les eaux fécales vont aux égouts, et les eaux grises en fait restent sur place, on les épure, et on les stocke pour pouvoir les utiliser au potager, ou arroser les fleurs, nettoyer la cour, nettoyer les voitures. Et du coup, on peut garder son eau de pluie pour l'intérieur à la maison, donc toilettes, quand il y a encore des toilettes à chasse d'eau, lessive, et l'eau de ville pour la potabilisation. Donc on a plusieurs sources, plusieurs origines d'eau. Donc ça se fait de plus en plus. C'est donc d'épurer ces eaux grises en vue de les valoriser sur place, quoi. Donc ça c'est top. Voilà, donc ici on est sur un autre site. C'est un site où j'ai aussi installé une phytoépuration. Alors c'est un peu particulier, on va aller voir ça un petit peu plus tard. Le gros de la différence par rapport au premier système de lagunage qu'on a vu, c'est sur le mode de construction. Donc on n'est plus avec un système de bassin unique en béton, avec la lourdeur de chantier qu'implique le béton en général. Donc ça on verra en détail un petit peu après. Ce que je vais faire maintenant, c'est expliquer l'endroit où on est, et je vais démarrer à expliquer la filière, comment elle fonctionne, tout simplement. Donc ici on est à l'autre jardin. L'autre jardin, c'est quoi? C'est une ASBL qui occupe des jeunes adultes handicapés avec comme outil principal le maraîchage. Donc il y a un site, on verra un petit peu plus tard, avec du maraîchage. Et il y a derrière moi un petit magasin bio, donc, qui est là, avec différents produits, de la production locale, mais aussi des produits qui viennent d'ailleurs. Alors, on a le magasin bio qui se trouve derrière nous, mais on a aussi une salle, il y a un bâtiment avec une salle polyvalente. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent s'organiser là, mais il y a surtout une cuisine Norm Avska, une super cuisine, qui permet la fabrication de confitures, soupes, différents produits à partir de la production du potager. Et puis tout ça est mis en vente évidemment au magasin, mais de temps en temps sont organisés aussi un petit marché des artisans, une table d'hôtes éventuellement, etc. Alors ici, comme je disais, la phyto c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone d'assainissement collectif, donc il y a les égouts. Donc il y a l'obligation évidemment de se raccorder aux égouts. Donc on a connecté les zones noires, en fait, donc tout ce qui est toilettes, ici on est resté en toilettes à chasse d'eau. Donc les toilettes à chasse d'eau sont renvoyées vers le collectif et on garde sur place les eaux grises, donc qui sont issues lavage, cuisine, etc. Donc on a les eaux grises du magasin, les eaux grises de la cuisine, et on a un appartement avec 2 personnes au-dessus de la salle polyvalente. Donc là c'est les eaux grises de ces 2 personnes, qui sont alors stockées. On a une fosse de décantation, donc il n'y a pas grand-chose à décanter puisque ce ne sont que des eaux grises. Donc en dessous de moi, on a une fosse de type fosse septique qui reprend les eaux grises. Donc c'est plus une fosse septique, c'est une fosse à eau grise. Il y a un premier traitement de décantation, donc il y a quand même des graisses, des petits résidus alimentaires qui doivent décanter. Mais il y a un traitement biologique qui se fait, donc il y a déjà pas mal de bactéries qui s'installent dans la fosse. Et alors en sortie de fosse, comme on est en point bas du terrain, donc là malheureusement, on a dû utiliser une pompe de relevage. Et on remonte les eaux usées sur le point haut du terrain où on a pu placer la phytoépuration. Et là, on va voir le tout nouveau système qu'on a développé. Enfin, il n'est pas tout nouveau, mais il y a déjà quelques années. Mais on a développé notre propre système. Et là, on n'est plus avec des bassins en béton. Ce sont des bassins préfabriqués en polyéthylène. Et au lieu d'avoir un grand bassin de 12 mètres de long, c'est 3 petits bassins de 4 mètres. Et alors, c'est un système qui a été pensé pour les autoconstructeurs. Donc, c'est un système en kit. Donc, on reçoit les bassins qui sont emboîtables, ils sont emboîtés les uns dans les autres, avec chaque fois une série d'accessoires qui servent c'est pour le dispositif d'entrée, le dispositif de sortie. Il y a différentes pièces à monter dans les bassins. Et ça, le client est complètement autonome. Donc, il a le choix. Soit il fait le montage en autoconstruction complète, partielle, donc il fait venir un terrassier pour le terrassement. Et puis, il monte les accessoires, ou bien il fait faire le job complètement par une entreprise
en général de terrassement. Voilà. Donc on va aller voir le site un petit peu plus loin. Voilà, donc maintenant on va remonter toute la filière. Donc j'ai parlé du pré-traitement, donc cette fameuse fosse avec la pompe. Et en fait par ici, on va arriver dans la zone du potager, les zones de culture. Donc comme j'expliquais, on est en point bas. Il y a l'utilisation de cette pompe. L'avantage quand on utilise une pompe, c'est qu'après on peut remonter où on veut. On va vraiment où on veut puisque c'est la pompe qui pousse à travers le tuyau. Et du coup, on est remonté sur le point le plus haut du terrain pour après reprofiter de la gravité si nécessaire pour alimenter différentes zones en eau. Donc ça, on va voir. Voilà, donc on a toutes les zones potagers, les serres. Et alors, le système en phyto, il se trouve tout en haut, là en haut. Donc ça, on va aller voir. On a les bassins de lagunage et puis on a les temps de stockage. Une fois que les eaux sont épurées, on stocke pour après redispatcher l'eau sur tout le terrain. Voilà, donc là, on est arrivé sur le site. On est sur le point haut du terrain. Et donc, les eaux usées décantées sont remontées. Et on a ici, alors ça ne se voit pas très bien, on est en fin de saison. Donc les herbes sont hautes, d'habitude je fauche, là c'est pas fauché. Mais on peut observer 3 zones, hein. On a 1, 2, 3 bassins. Le premier bassin là-bas, on a des Typha latifolia, donc avec les fameux cigares. Donc le premier bassin est rempli de Typha. Le deuxième sont des phragmites et le troisième aussi. Alors ce qu'on peut observer, c'est que le premier bassin est assez densément planté. Donc c'est le premier bassin qui reçoit les eaux les plus riches. Et on voit que le deuxième est moins densément planté avec des phragmites. Alors là, c'est un hybride, c'est toujours Phragmite australis, mais variegata, donc panaché, jaune et vert. Et alors, on a un troisième bassin ici, et là, on voit clairement que les phragmites sont très clairsemées. En fait, il n'y a plus grand-chose à consommer, il n'y a plus grand-chose à manger, donc là, elles sont beaucoup plus chétives, mais on voit l'effet de l'épuration clairement du premier bassin au dernier bassin. Donc, contrairement au système qu'on a vu tout à l'heure, c'est plus un long, grand bassin unique en béton, c'est 3 petits bassins de 4 mètres de long. Ici, on a mis les 4 mètres du bassin perpendiculaires à l'axe d'écoulement. Donc, c'est une manière de compacter le système. Maintenant, on peut évidemment mettre les bassins comme on a envie et comme le terrain le permet. Ici, il fallait vraiment condenser. Donc, les eaux arrivent en amont du premier bassin, en haut à droite. Elles circulent horizontalement à travers le substrat et les racines des plantes. Ça sort du premier bassin, donc sur la gauche, pour rentrer dans le deuxième, sortir dans le troisième et les eaux épurées alors arrivent dans le bassin de stockage. Et donc là, on a à peu près 90 mètres cubes d'eau stockée. Donc on va collecter une partie d'eau de pluie qui sont liées à la surface de l'étang et des lagunages, mais surtout les eaux grises sont produites dans le bâtiment, sont donc épurées ici, stockées pour être utilisées après en arrosage. Et au niveau de la gestion, est-ce que c'est toi qui viens gérer ou alors est-ce que les porteurs du projet ont facilement la main dessus pour gérer l'entretien? Alors ça on fait, hein. Il faut que les systèmes soient résilients. Donc c'est pour ça qu'on trouve que l'autoconstruction est géniale, parce que ça veut dire qu'on met en place son propre système, on comprend bien comment ça fonctionne et on peut tout à fait intervenir en cas de besoin. De nouveau, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un peu le tout-terrain de l'assainissement, ça tombe pas en panne en fait. Voilà, mais ça demande de la surveillance et ce fameux fauchage annuel. Maintenant, moi je viens donner un coup de main, parce que c'est ma contribution au projet. Puis c'est un site assez intéressant pour justement organiser des visites et des choses comme ça. Donc moi je viens régulièrement, je fais d'office le fauchage en fin de saison et normalement je dois faucher les abords, mais on est dans une année où ça pousse beaucoup, donc on n'a pas eu l'occasion de le faire aussi régulièrement qu'on aurait voulu. Mais voilà, on voit que ça vit très bien dans le milieu, ça s'intègre très très bien dans le milieu. Voilà, mais sinon ils sont tout à fait capables clairement de prendre en charge l'entretien. C'est juste un fauchage et une surveillance visuellement. Maintenant il y a l'approche technique avec la pompe, mais voilà, ce sont des systèmes assez fiables. Voilà, ça ne demande pas plus de surveillance que ça. Et même au niveau de l'installation, j'ai eu l'occasion de te voir sur un chantier pour l'installation d'un lagunage. Et c'est aussi très facile à installer. Si quelqu'un veut l'installer aussi lui-même. Ouais, on est parti dans cette direction-là. Hein. Donc on avait vraiment. En cours de route, moi j'ai commencé à décrocher tout doucement de la construction, vraiment, pour pouvoir me consacrer au développement de produits. Et c'est comme ça qu'en 2016-17, on a obtenu un agrément de la région Wallonne sur notre propre système en kit pour autoconstructeurs. Donc ça, c'est le système PhytoStep. Donc maintenant, je ne dépends plus d'auteur de projet pour mes stations. J'ai mon propre système agréé en région Wallonne, en kit pour autoconstructeurs. Mais comme je disais, on peut le faire installer par une entreprise. C'est hyper simple. Mais c'est clair que c'est intéressant de pouvoir l'installer soi-même. Et puis surtout, ça permet de
très sérieusement diminuer les coûts. Et généralement, une fois que les eaux grises ont été épurées, elle est rejetée dans le système. Mais est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, créer un système pour la récupérer et de nouveau arroser des plantes ou créer aussi un système beaucoup plus vertueux, quoi. Mais clairement, c'est exactement le modèle qu'on applique ici. Donc après épuration, tu peux peut-être t'approcher. On voit, on a un bassin ici qui est un bassin qui est consacré au stockage de l'eau pour être redispatché sur le terrain à différents endroits pour être utilisé comme eau d'arrosage. Alors on voit une couche de lentilles en surface, donc c'est pas des algues, hein, là c'est vraiment des plantes, des lentilles d'eau. Alors c'est très très intéressant comme plante parce que ça permet en fait de protéger l'eau des excès de soleil. Il y a encore quand même des nutriments hein, après épuration, il y a encore des vestiges d'azote, phosphore, potasse. Et ces petites lentilles, ça fait comme un petit parasol avec des petites radicelles qui vont pomper en fait ces nutriments. Alors ça peut devenir invasif, ici on est limite hein, parce qu'on voit que toute la surface est quand même remplie, donc ça empêche quand même une partie de la lumière qui est utile, mais ça protège. Si on écarte les lentilles, on va voir que l'eau est ultra cristalline en dessous, elle est vraiment d'une propreté irréprochable. Alors, on peut peut-être s'approcher. Donc on a les bassins d'épuration. Donc en sortie de ce bassin-ci, on a un tuyau qui amène les eaux épurées donc dans l'étang. On peut observer qu'on a une pompe en fait qui fait ressortir l'eau. Voilà, là il y avait une envie d'avoir un petit mouvement d'eau, donc il y a un côté agrément ou esthétique. Mais surtout, ça permet de bien oxygéner le milieu. Et cette pompe, en fait, elle a un double emploi. Donc, elle tourne en circuit fermé pour oxygéner le milieu, mais aussi, elle va nous servir. En fait, la pompe, elle est au bout de la corde ici et de la potence. Moi, j'ai un bypass ici, si je le trouve. Ouais, il est là. Et en fait, ça va me permettre d'envoyer l'eau où j'en ai besoin, c'est-à-dire près des serres. Donc, là, je vais ouvrir la vanne, simplement. Pop. Je vais fermer celle qui alimente. Donc, on voit que là, ça s'est interrompu. Et alors, si tu veux reculer, on va regarder par là, devant les serres. Je ne sais pas si ça se voit, mais normalement, oui. Voilà, on a un tuyau. Tu vas te décaler un petit peu parce que tu as là, à mon avis, qui est devant. Et on voit le tuyau est en train de rejeter l'eau. Ouais, il faut zoomer, mais... Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, on a des bassins de stockage devant les serres pour permettre à l'eau de se réchauffer. Et c'est dans ces bassins de stockage qu'on va prélever l'eau pour l'arrosage du goutte à goutte des tomates. Et on a une centaine de mètres de tuyaux avec différents robinets pour des sprinklers. Et quand il fait très chaud, permettre d'arroser les cultures qui sont hors serre, quoi. Ça, on va aller voir de près. Voilà. Donc, on voyait l'eau couler hein, de ce tuyau-là tout à l'heure. Donc ici, c'est deux. Alors ici, on a l'occasion justement de voir les bassins de lagunage non remplis. Donc ça, ce sont mes propres bassins préfabriqués en polyéthylène. Donc ils ont une épaisseur de 5 à 8 mm. C'est très épais. Hein. C'est le même plastique qu'on utilise pour les cuvelles de maçon, ce genre de truc. Donc c'est très souple, c'est pas cassant. Et alors ça a une durée de vie très longue. Donc contrairement au béton, alors le problème du béton, c'est que la production est très énergivore. Le transport est hyper énergivore, la manipulation est énergivore, c'est tout énergivore. Alors c'est vrai qu'ici on utilise du plastique, mais par contre c'est extrêmement léger. Moi sur ma petite remorque, je peux transporter une station d'épuration pour 5 personnes, alors que la même en béton, il me faut 3 SMIC, quoi. Donc c'est à ce niveau-là que nous on trouve que ça a son approche écologique. Alors oui, c'est du plastique, mais pour une durée de vie importante et avec une mise en œuvre hyper simplifiée. Donc voilà, ici donc ces fameux bassins font 4 mètres de long, 2,50 m. Et alors, pour le monter en version lagunage, comme on a vu de l'autre côté, il y a une série d'accessoires qui se mettent à l'intérieur. Il y a un dispositif d'entrée, ce sont des tuyaux perforés, hein, très simples à assembler. Il y a un dispositif de sortie avec une chambre de sortie. Donc tout ça est à assembler. Il y a un mode d'emploi, un guide de mise en œuvre hyper simple. Et alors on remplit tout ça de gravier. Alors ici, évidemment, on les a pas remplis de gravier parce que l'objectif est d'avoir des cuves de stockage pour l'eau. Donc on a dérivé la fonction première pour amener ça en bassin de stockage. Et alors là, on a dans la petite cabane, on a un groupe hydrophore, donc une pompe simplement. Voilà, donc l'eau pompée ici via le groupe hydrophore
est envoyé dans les serres. Et dans les serres, en fonction des besoins, hein, les tomates sont alimentées par goutte à goutte, puis il y a différentes cultures, avec ou sans goutte à goutte. Mais enfin, grosso modo, il y a un robinet dans chaque serre qui permet l'arrosage. Et alors, on a une ligne d'une centaine de mètres ici où il y a 7 robinets pour alimenter, en cas de besoin, les parcelles de culture hors serre, quoi. Voilà, ça c'est un groupe hydrophore, tout ce qui est de plus simple, hein. Donc on trouve ça dans le commerce pour quelques centaines d'euros. Donc on a la pompe avec le vase d'expansion, le pressostat. Et voilà, c'est simplement connecté au bassin. Il y a le clapet anti-retour dans le bassin pour maintenir la pression. Et puis dès qu'on ouvre un robinet, la pompe s'active en fait, hein. Donc c'est super simple. Donc on a les robinets des serres et puis ici tout le long des parcelles, on a 7 robinets qui permettent l'arrosage des parcelles. Ouais, donc ici on est chez une cliente qui vit une grosse partie de l'année dans son chalet. Donc c'est d'inspiration habitat léger, moi j'appelle ça de l'habitat midi, donc on est entre l'habitat traditionnel et l'habitat pur léger. Donc c'est pas une tiny ou une yourte, c'est un peu plus lourd. Elle vit seule avec son compagnon qui vient de temps en temps et alors la maison est équipée de toilettes sèches. Donc on a pu, pour le traitement des eaux grises, mettre un dispositif, donc un lagunage mais beaucoup plus petit. Donc ça on va aller voir. Donc voilà, son habitat, son petit potager, le cadre est vraiment super. Et donc on doit juste épurer les eaux grises qui sont issues de la cuisine, douche, et je pense qu'elle fait de lessive, des choses comme ça, donc l'utilisation normale d'eau dans un habitat, quoi, tout à fait classique. Voilà, donc on va arriver sur la station. On a 2 bassins ici. On a un premier bassin de traitement. Alors comme de l'autre côté, on a aussi un pré-traitement, donc il y a une fosse septique, il y a les vestiges en fait d'époque où il y avait une fosse septique et une toilette à chasse d'eau. On a gardé la fosse septique, on a enlevé la toilette à chasse d'eau et la fosse septique fait déjà un pré-traitement. Et en sortie de fosse, on a le premier bassin d'agunage et ensuite le deuxième bassin qui est un bassin de stockage. Et elle utilise l'eau pour l'arrosage du potager, principalement nettoyage du seau, de la toilette sèche, nettoyage des bottes, enfin des petites utilisations assez légères. Donc voilà. Donc même chose, hein, c'est un combiné. Donc on a un bassin préfabriqué en polyéthylène toujours. Cette fois-ci, c'est un bassin circulaire, fait 2 mètres de diamètre et 60 cm de profond. Donc c'est fort peu profond. Et c'est rempli de substrat, hein. Donc on a mis un gravier concassé tout simple, hein, comme on trouve dans n'importe quelle carrière ou chez n'importe quel marchand de matériaux. Et alors on a planté les phragmites. Ici on voit les phragmites sont bien développés. On a un mélange de phragmites Australis variegata, donc un panaché jaune et voilà, ça donne une petite touche de couleur. Et on a, alors je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais c'est joli, des phragmites Australis classiques, hein. Donc c'est voilà, une plante qu'on aime beaucoup. Donc ça c'est fauché aussi au mois de novembre. Et alors, on voit en sortie de lagunage, on a un deuxième bassin, toujours le même, donc bassin circulaire. Là, on a mis, on s'est amusé, on a mis des pots avec des plantes, on a mis du Lythrum, la salicaire, Lythrum salicaria. Il y a des iris pseudocorus. Alors là, je suis un peu flashé, ça fait quand même pas mal de temps que je suis pas revenu. Et là, on a un Typha minima, mais qui est pas si minima que ça. Et on peut observer que c'est quand même, moi, j'ai toujours frappé de gigantisme. Mais les pieds sont colossaux, hein. Donc c'est un bassin qui va avoir 3 ans bientôt. Et franchement, là, je suis assez scotché de voir la taille des plantes. Et c'est mélangé d'iris. Donc là, je suis en train de me rendre compte que les pieds ici sont les iris. Et ici, en fait, on a le Typha avec des feuilles plus fines. Donc là, c'est mélangé. La même chose, hein, les iris, Iris pseudocorus, variété endémique, indigène. Elles sont énormes, franchement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une toilette à séparation, donc elle sépare les urines des matières solides, et les urines aboutissent ici, donc c'est hyper azoté. Et donc du coup, c'est une eau qui est très intéressante aussi pour le potager. On voit que comme de l'autre côté, on a un développement de lentilles, donc ça vient souvent de chez le pépiniériste. Ils ont beaucoup de lentilles parce qu'ils ont des zones de culture très peu profondes, l'eau chauffe, c'est sous serre, et ils mettent beaucoup de nutriments pour démarrer leur culture. Et donc, y a un développement de lentilles. On voit, c'est colossal, hein, et ça fait un tapis qui est très épais. Donc, j'insiste, hein, c'est pas des algues, c'est des plantes. Et là, on peut vraiment voir ce truc, quoi, cette espèce de petit parasol avec toutes ces petites radicelles. Et ça, c'est des pompes à azote. Donc, voilà, l'épuration se fait. Il y a une post-épuration qui se fait encore ici dans le bassin. Si on écarte les lentilles, on voit qu'on a une eau qui est plus que correcte. Elle est vraiment transparente. Voilà, donc l'épuration est vraiment belle. Tout ça, c'est à partir d'eau grise.
Donc d'eau usée, là j'ai pas de souci à mettre mes mains dedans. Tout ce qui est pathogène. Tout ça, la phytoépuration, c'est dans le premier bassin. Ouais. Et dans le deuxième, alors, c'est... C'est du stockage, mais comme on met des plantes, il y a aussi des bactéries qui s'installent sur les parois. C'est vrai qu'il n'y a plus le gravier qui fait office de support bactérien. Parce que le principe du substrat, si on prend 1 litre de gravier, c'est du gravier qu'on cassait. Si on déplie la surface de chaque caillou, en fait, au litre, on a une surface colonisable par les bactéries qui est énorme. Ici, dans le deuxième bassin, on n'a plus de gravier, mais on a quand même les parois qui servent de support, les racines des plantes, les pots, tout ce qu'on a mis dedans sert de support. Donc, il y a quand même encore une activité bactérienne qui amène une post-épuration. Plus l'action des plantes, quoi. Donc c'est voilà. Parce que la dame utilise de l'eau pour son potager et qu'elle a besoin de ce deuxième bassin. On aurait très bien pu partir avec un seul bassin, alors dans ce cas-ci. Oui, on aurait pu partir avec un seul bassin, mais même chose, quoi. C'est-à-dire qu'elle a une réserve d'eau de pluie qui sert pour la maison. Il y a l'eau de ville qui arrive aussi, mais l'eau de pluie, on est limité par le volume de réserve. Et donc, si les sécheresses se prolongent, il pleut pas, on ne sait pas remplir les réserves. Tandis qu'ici, on ne doit pas réfléchir de la même manière. On ne doit pas avoir une réserve aussi importante que pour de l'eau de pluie, parce qu'elle continue à fonctionner, même s'il fait sec. Elle continue à prendre des douches, elle continue à faire sa vaisselle. Donc, on a toujours une production d'eau grise. Donc, on ne doit pas réfléchir de la même manière au niveau du stockage. Ici, on a de très petites réserves. Si on prend 50 litres, en général, le lendemain, c'est compensé, puisqu'elle a utilisé 50 litres d'eau dans la maison. Donc, ça, c'est le gros avantage. Et que penses-tu d'installer des plantes aquatiques comestibles dans ce deuxième bassin? Est-ce qu'on peut, on pourrait éventuellement quand même les consommer ou ça devient quand même compliqué, même s'il y a eu phytoépuration en amont? Ouais, je ferai quand même gaffe, quoi. En tant que conseiller, on doit rester prudent. Ici, comme je disais, il y a quand même les urines de la toilette qui arrivent. Les urines, normalement, sont stériles, ok. C'est surtout dans les matières fécales qu'on trouve des pathogènes. Faut pas oublier... Alors, on vit dans des sociétés qui sont quand même hyper hygiénistes et on connaît plus, en fait... les maladies hydriques, en fait, les maladies qui sont amenées avec l'eau. Ça reste quand même la première cause de mortalité dans le monde. Dans les pays en voie de développement, on a souvent des problèmes de dysenterie, de diarrhée, etc. Ça, c'est souvent parce qu'on trouve des coliformes fécaux dans l'eau de consommation. Il faut faire gaffe, quoi. Donc, en tant que conseiller, moi, je peux pas dire, ouais, on peut utiliser l'eau tranquillement et mettre des plantes comestibles. Là, je reste prudent. Je sais pas trop ce que les gens font. Et de la même manière, quand on utilise l'eau comme arrosage, il faut quand même faire gaffe de ne pas arroser de la laitue à couper qu'on va servir en barbecue avec les voisins, quoi. Donc des choses qui se mangent crues, non cuites. Moi, j'aurais tendance à plutôt mettre ça des fruitiers, des petits fruits, des haricots, des choses du genre. Éviter d'arroser en fait, avec des eaux épurées des produits qui se consomment crus. Ça, il faut quand même rester prudent. Est-ce qu'il y a différentes techniques pour la phytoépuration ou c'est toujours du lagunage? C'est super intéressant comme question parce qu'en fait, lagunage, c'est un peu erroné comme terme pour parler de ce genre de système. Le lagunage, en fait, c'est des techniques, on entend le mot lagune, donc on sous-entend des étendues d'eau assez importantes. Et donc, c'est des techniques qu'on pratiquait, mais il y a quand même pas mal de temps. Mais c'est hyper extensif. Là, on est à plus de 25 mètres carrés, entre 15 et 25 mètres carrés de surface de lagunage par personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des étangs, tout simplement. Ici, c'est un étang, mais on a rempli de substrat. Et comme je l'expliquais, le substrat, il sert de support pour le développement des bactéries. Donc, c'est une manière d'intensifier la culture bactérienne dans un volume. Alors, on parle en termes de lagunage parce que c'est le terme que la plupart des gens connaissent, mais on devrait parler en fait de roselière ou de tranchées d'épuration ou plus globalement de phytoépuration. Donc, en fait, on va utiliser les plantes, les phytos, pour épurer, quoi. Ici, c'est une manière d'intensifier la culture en utilisant un substrat qui va permettre une hypercolonisation du milieu, quoi. C'est beaucoup plus intense et là, on passe de 15 mètres carrés par personne. Avec ces techniques en phyto et en roselière, on est à 5 mètres carrés de surface par personne. Donc, c'est beaucoup plus intense. Voilà, donc comme on a pu le voir, on est passé sur 3 sites différents. Donc le premier site, c'est clairement une maison unifamiliale avec un système prévu pour 5 équivalents habitants dans un modèle tout à fait classique, donc production d'eau grise, toilette à chasse d'eau avec des eaux noires. Voilà, donc on peut répondre à ce genre de demande avec des systèmes agréés, en kit, en autoconstruction ou via une entreprise. Donc nous, on fournit les produits. On dimensionne, on fait une première visite de faisabilité et puis on fournit les produits et c'est le client qui installe ou via une entreprise. Le deuxième site, c'était le site de maraîchage où là, on était dans une vision de valorisation. Donc, on est en zone d'assainissement collectif, il y a les égouts. On renvoie une partie des eaux usées aux égouts et puis le reste est épuré sur place en vue d'être valorisé comme eau d'arrosage. Donc là, sur un site de production maraîcher.
Et alors, le troisième site ici, bah, ça c'est vraiment super chouette aussi parce qu'on a des solutions pour l'habitat léger où, dans la majorité des cas, ils sont en toilettes sèches. Donc, on peut se permettre d'avoir des micro-systèmes en phyto ou lagunage qui sont très peu impactants, faciles à déplacer, faciles à installer. Voilà, donc ça, c'est aussi des solutions qu'on propose pour tout ce qui est habitat léger, tiny house, yurt et compagnie. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre taf. Donc, dans l'entreprise, bah, on fait du conseil, on fait des visites de faisabilité, du dimensionnement, et puis on propose les solutions concrètes avec les produits. On n'installe pas encore, parce qu'on n'a pas d'équipe pour le moment. On n'installe plus, en tout cas. Peut-être qu'un jour, on y reviendra. Mais voilà, on peut trouver toute une série de produits qui sont en lien avec l'assainissement écologique dans une vision globale. Et pour nous, les deux outils indissociables dans une vision globale de l'assainissement écologique, bah, c'est la phytoépuration avec les lagunages et les toilettes sèches. Et toilettes sèches, bah, y a plein de dérivés. Donc ça pourrait être l'objet d'un prochain document. Mais on a toute une série de toilettes. Ça va du seau, copeaux, des toilettes sèches classiques comme on les connaît. Mais on a toute une série de toilettes assez dingues avec des systèmes de tapis qui transfèrent les matières dans un composteur. Donc il n'y a plus de vidange, plus d'utilisation de copeaux. Et là, ça prend vraiment son sens. Donc on pourra parler de tout ça sur un prochain projet. Très bien, merci beaucoup Jérémy pour toutes les informations. Avec donc, au plaisir. petit rappel, ton projet s'appelle Eau de Vie. On mettra tous les liens en bas de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes et salut Jérémy. Salut.